Bonjour à tous, c'est Philippe Gates sur Dialogue RCF. Eh bien, parmi les compositeurs marseillais du passé, que l'on joue encore souvent, il en est un qui est particulièrement servi par son fils. Et oui, Henri Tomasi, on le connaît très bien, si on aime la musique classique. Il a écrit notamment des œuvres concertantes qui sont encore jouées par de très nombreux interprètes, et puis il a écrit des opéras. Et en fait, on doit cette célébrité persistance non seulement à ses qualités, mais également à l'action que vous menez, Claude Tomasi. Je vous remercie vraiment d'être passé aujourd'hui nous parler de votre père et nous parler de ce qu'il a été, de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a vécu, et puis également nous présenter, d'ailleurs on voit qu'on est entouré justement de documents le concernant, nous présenter tout ce qui sort régulièrement et que vous impulsez pour sa mémoire. On peut dire également que c'est quelque chose de parfois assez rare. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à finalement vous investir mais totalement pour la défense et l'illustration du patrimoine laissé par votre père? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et c'est vrai d'avoir donc cette occasion de préciser des points importants, à la fois objectifs et subjectifs. Objectif parce que je me désolais déjà au moment de sa disparition en 1971, quand j'allais chez les disquaires, il n'y avait rien. Absolument, quasiment rien. On trouvait éventuellement le concerto de trompette en 33 tours. À ce moment-là, c'est à peu près tout ce qui existait, et les fanfares liturgiques. Ceci dit, comme vous le savez, ce sont d'ailleurs les œuvres qui se jouent le plus actuellement toujours. Ce sont, entre guillemets, les tubes de Tomasi, ce sont ces deux-là. Et donc, objectivement, je trouvais que c'était tout à fait injuste, immérité, et qu'il y avait quelque chose à faire. Et subjectivement, alors, c'est le côté, peut-être la relation à mon père, qui à la fois a été très présent dans mon enfance et ma jeunesse, mais comme il était chef d'orchestre en même temps que compositeur, il était très souvent absent. Donc il avait une présence rayonnante par ce qu'il était, ce qu'il faisait, mais il était peut-être un peu trop absent, même s'il m'a beaucoup aimé, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais peut-être il m'a manqué, et c'était aussi, d'une certaine manière, établir un lien qui, d'ailleurs, les 10 dernières années de sa vie, à partir du moment où moi-même, j'étais, comme il disait, en état de réfléchir à peu près intelligemment, normalement, nous avons eu beaucoup d'échanges dans les années 60. Alors on va remonter pour commencer au tout début, pour présenter ce qu'il a fait. Vous parliez de carrière de chef d'orchestre, qui n'était qu'un des aspects de sa carrière, un aspect d'ailleurs tout à fait brillant. Et au départ, il faut bien s'imaginer un musicien qui va arriver à Marseille, dans une famille pauvre, on peut le dire, et qui va montrer les dispositions pour la musique, et qui assez rapidement, en suivant un cursus d'ailleurs brillamment, va devoir aussi vivre de cette musique, et notamment au travers, par exemple, des cinémas, je crois. Tout à fait. Les cinémas à Marseille à cette époque, il y avait, je crois, le Saint-Féréol, notamment, d'autres, dans lesquels il a été pianiste. Il jouait, il accompagnait les films muets dès l'âge de 15 ans. En 1900, donc il est né en 1901 à Marseille, rue Bleue à l'époque, dans le quartier de la Belle de Mai, comme vous disiez, un quartier justement peu fortuné, enfin populaire. Ensuite, son père, mon grand-père, était donc facteur des postes, mais tout de même avec un premier prix de flûte, ce qui explique qu'il ait voulu que mon père étudie la musique, et comme lui-même n'avait pas pu, de par justement les besoins matériels, être musicien, il a tout fait, et d'ailleurs avec une sévérité terrible, pour que mon père devienne un musicien. Il avait évidemment noté qu'il était doué, il avait une très très bonne oreille, et donc il a commencé ses études au Conservatoire de Marseille à l'âge de 6 ans. Il obtient d'ailleurs ses prix. C'est le condisciple d'un autre musicien marseillais, Zino Francescati, dont on célèbre les 20 ans de la disparition, avec d'ailleurs un concert au Conservatoire de Marseille le 5 décembre. On pourra peut-être entendre des préludes justement composés par Zino Francescati qui sont absolument étonnants, et où on voit que le Conservatoire de Marseille avait à l'époque une vision sur l'écriture harmonique, de l'harmonie, tout à fait au fait de la modernité. Et donc on peut penser
pensez que votre père a suivi vraiment cette activité? Oui, 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 tout à fait. Il est resté au Conservatoire de Marseille en ayant eu son prix de solfège, de piano. Et puis à 20 ans, pour continuer justement, il est allé à Paris, au Conservatoire de Paris. Mais c'est vrai que Zino Francescati était l'un de ses meilleurs amis. Et ils le sont restés jusqu'à la disparition de mon père, en tout cas. Et il y a d'ailleurs un très beau film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui existe, une interview qui, à l'époque, a été filmée. C'était sur Radio Marseille, ou voilà, peut-être par Marie-Albe, je crois. Et il y a un échange entre eux. Non, ce n'était pas pour la radio, puis c'était pour la télévision. Et il y a un très très bel échange entre eux, très humoristique. Donc oui. Alors voilà votre Marseillais de père, après, qui débarque à Paris, où il va rafler tous les premiers prix. C'est assez impressionnant. Déjà, quand on voit la liste de ses professeurs de l'époque, et ce qu'il fait, ce qu'il réalise, Oui. de manière très impressionnante. Oui, 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 tout à fait. Il a eu donc à la fois en 1927, il a eu double, disons, consécration de ses études, avec un premier prix de direction d'orchestre à l'unanimité. Et lui, qui était très, très humble, disait qu'on n'avait pas donné depuis 10 ans. Donc lui, il l'avait eu à l'unanimité. Et en même temps, le prix de Rome. Ceci dit, le prix de Rome, il a tout de même eu la déception de ne pas aller à Rome, parce que bien qu'étant, comme vous le savez, premier Grand Prix de Rome, il était nommé second. Et étant nommé second, il n'a pas pu rester à la Villa Médicis à Rome. Il n'a pas pu s'y rendre. Mais mon maître Pierre Villette, au Conservatoire d'Aix, disait souvent, lui aussi, qui était premier, second prix de Rome, se vengeait en donnant la liste, justement, des grands musiciens qui étaient premier, second. Absolument. Et puis, oui, 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 tout à fait. On parlait de direction d'orchestre. Il va se passer des choses très intéressantes pour votre père assez rapidement, notamment parce que on ouvre des stations de radio. Et on parlait tout à l'heure de médias, de télévision, mais lui va rebondir en quelque sorte, et notamment des stations de radio, mais qui ne sont pas métropolitaines. Non, enfin, bien sûr, elle était basée à Paris, mais effectivement, c'était Radio Colonial, auquel il a commencé à y travailler, je pense, en 1900. Alors, dans la biographie que j'ai écrite, ça se trouve, là, je l'oublie de mémoire, mais je pense qu'il a commencé à diriger en 1925, de toute façon, au concert du journal. Le journal, c'était vraiment le nom de ce quotidien. Le journal, c'était à peu près l'équivalent, m'avait-il dit, de l'Aurore à l'époque. Enfin, l'Aurore maintenant n'existe plus, mais bon. Et chaque dimanche, il y avait un concert qui était déjà en partie radiodiffusé. Donc, alors, il y a eu Radio PTT, même quand même. Il y a eu aussi Radio Colonial, Radio Paris avant la guerre, déjà aussi. Et à Radio Colonial, effectivement, là, il était quand même un peu le directeur artistique, donc au point de vue musique classique. De grandes activités en direction l'œuvre des autres, mais aussi sa propre production, parce que dès cette époque, il commence à écrire des partitions extrêmement impressionnantes, pour orchestre et autres d'ailleurs. Tout à fait. Alors déjà, dès 1925, c'est ce qu'il m'a dit après dans des entretiens que nous avons eus 2 ans avant sa disparition. Il m'a dit, ma première œuvre valable, c'était une fugue corse, dont à l'époque il était très fier, parce qu'il disait, je suis le seul à avoir écrit une fugue corse qui s'appelle les variations sur un thème corse. Et elle date effectivement de 1925, donc avant son prix de Rome. Et puis là, tout en dirigeant donc effectivement pour des besoins, des nécessités pécuniaires, il écrit déjà des œuvres importantes, remarquées, y compris même par Florent Schmitt, qui sont alors Cyrnos, qui est un poème symphonique avec piano principal, dont lui-même a écrit une version pour 2 pianos. Une autre œuvre corse. Au début, ses œuvres sont corses. C'est là où on voit que les origines de sa famille, qui n'était à Marseille que depuis 1900 en fait, ont été très, très importantes dans son inspiration.
Et donc il y a Cyrnos, qui est le nom de la Corse, bien sûr, en grec. Et puis il y a ce vocero, qui est cette cérémonie funèbre où les morts ceux qui sont morts de mort violente sont entourés des cris des femmes, des pleureuses, enfin, etc. À l'époque, ça existait encore. Et ce sont des œuvres très fortes que Florent Schmitt avait saluées déjà à l'époque. On parle justement de Corse, et c'est une inspiration qui va rester au cours de sa carrière. On pense par exemple au Divertimento Corsica. Absolument, des années 50, donc bien plus tard. Oui. Et d'ailleurs, on parlait de la persistance d'Henri Tomasi. Là, on aura une pensée pour les élèves du Conservatoire de Nice en direction d'orchestre qui sont en train de travailler là-dessus au moment où nous parlons. Bon, très bien, ça je l'apprends, vous me l'apprenez. C'est donc une production, oui, mais également qui va s'intéresser au domaine lyrique. Oui, mais alors là, pas tout de suite. Pas tout de suite, donc jusqu'à la guerre, il écrit encore d'autres œuvres importantes d'ailleurs, dont un trio à cordes qui sera donné le 3 juin à l'Opéra de Marseille avec Magali de Metz, notamment le premier violon de l'orchestre de l'opéra. Alto, oui. Pardon, oui, trio à cordes, donc si, voilà. Oui, Magali de Metz, alto, bien sûr. Qui avait donné le concerto d'alto, puisque vous parliez de ça d'ailleurs, qui date lui des années 50. Remarquablement, elle l'avait donné il y a 2 ou 3 ans aussi dans un concert à l'Orchestre de l'Opéra. Mais avant-guerre, il y a encore donc des œuvres importantes comme ce trio à cordes, comme sa ballade pour saxophone, qui est très très jouée et qui avait été créée par Marcel Mull. Il y a les productions musicales et puis il y a également les rencontres, et notamment celle de votre mère. Voilà, l'année de son prix de Rome, un peu avant, et pour l'anecdote qui est amusante et sympathique, c'est ma mère qui le réveille, parce qu'il avait passé une nuit blanche avant le jour de l'épreuve, et il ne descendait pas. Ils avaient convenu de s'attendre dans un café en bas de l'immeuble où il louait une chambre. Et l'heure passée, il ne descendait toujours pas. Ma mère s'inquiète. À l'époque, il y avait des gardiennes, des concierges assez sévères. Il a fallu la convaincre de bien vouloir la laisser monter pour aller le réveiller. C'est comme ça qu'il a eu son prix de Rome, 1927. Ensuite, alors on évoque cette production et puis cet événement qui est la Deuxième Guerre mondiale et qui va très très profondément le bouleverser. Bon, on le sera moins, mais lui, ça va avoir une application directe, non seulement sur son état d'esprit, sur sa perception du monde, et puis sur sa production aussi directement. Absolument. Et là, donc, nous allons en arriver, comme vous disiez, aux œuvres lyriques. Alors, il est mobilisé de 1939 à 1940. Il est démobilisé donc en 1940. Et là, il se trouve qu'un de ses camarades l'emmène à la Sainte-Baume. Juste, il est encore en uniforme. J'ai une photo de lui d'ailleurs qui est reproduite dans ce livre où il est à la Sainte-Baume. Sur le haut de la corniche, enfin de la montagne, et il est en uniforme militaire. Et cette première visite à la Sainte-Baume, parce qu'il entre à ce moment-là dans une crise existentielle, on peut dire, un peu sur tous les plans, effectivement. Depuis ce mariage en 1927, c'était un grand mariage d'amour, mais en 1939, il y avait tout de même entre eux des problèmes, disons, peut-être de personnalité, simplement aussi, bien qu'ils soient restés unis toute leur vie. Mais lui éprouvait une certaine lassitude sur tous les plans. Il trouvait aussi que musicalement, peut-être, il avait perdu du temps en dirigeant, même si cela lui a donné, c'est vrai, une connaissance de l'orchestre que beaucoup peuvent lui envier. Mais avec le recul, il disait, oui, j'ai perdu 10 ans avant-guerre, au point de vue composition, j'aurais pu avancer plus vite, plus loin. De cette époque datent des œuvres finalement qu'on rejoue beaucoup depuis assez peu de temps. On pense notamment à son fabuleux Requiem, dont il existe un enregistrement qui a été effectué à Marseille au Palais des Congrès, d'ailleurs un endroit qui a servi pour des concerts, donc qui est merveilleusement placé et qui est peut-être pas assez utilisé encore aujourd'hui. Tout à fait, qui a été enregistré en 1996, déjà, c'est lointain, par Michel Picmal avec l'Orchestre de Marseille, les chœurs de la région. Et d'ailleurs, sur ce Requiem, il existe un film, parce qu'au moment où a été enregistré ce disque, chez Naxos, Michel Picmal avait souhaité qu'il y ait les œuvres soient filmées.
l'enregistrement soit filmé. Et puis intéressé par la biographie de mon père à ce moment-là, donc j'y reviens rapidement, il a intégré aussi cette partie biographique dont j'avais un témoignage direct, puisque dans des entretiens avec lui que j'avais conservés au magnétophone, il me racontait cette époque. Et cette époque, donc effectivement, il a une crise à ce moment-là existentielle, comme je disais, où il rencontre à la Sainte-Baume un père dominicain, le père Lagenie, qui va avoir une influence pendant, disons, toutes ces 3-4 années de la guerre. Et mon père, très sérieusement, ça n'est pas du tout une légende, envisage de rentrer dans les ordres et de devenir moine à ce moment-là. Parce que il était, comme vous le disiez, enfin bouleversé par la guerre, les événements aussi, donc dans son couple, les choses, musicalement, un peu sur tous les plans, il trouvait que voilà, il avait un mal-être, disons, à ce moment-là. Et, oui. Un mal-être qui traduit donc musicalement, mais finalement, au bout des années, c'est un mal-être qui va se traduire justement dans des œuvres lyriques extrêmement puissantes, et un cri finalement de révolte, voilà. Qui va se transposer sur le plan humaniste, on peut le dire. Exactement. Alors là, on avance, on saute la période de la guerre, hein, donc où il écrit 2 très grandes œuvres. En fait, ce sont ses premiers, on peut dire, ses premières œuvres maîtresses, ses premiers chefs-d'œuvre, c'est le Requiem que vous venez de citer, et son opéra Don Juan de Mañara, Miguel Mañara, qui est aussi une œuvre mystique très profonde, sur un texte du poète Oscar Miloche, qui a une très très grande profondeur spirituelle. Et puis après la guerre, avec la découverte, bon, effectivement, des camps de concentration, des horreurs, etc., Hiroshima, etc., il va peu à peu vraiment perdre la foi, et je dirais que moi j'ai toujours connu mon père athée dans les discussions que nous avons eues. Mais je suis convaincu, et d'ailleurs il y a trace de ça, qu'il a toujours gardé un côté mystique, peut-être spirituel en tous les cas, qu'on retrouve dans des œuvres qui ne le sont plus nommément, hein, mais dont musicalement on retrouve trace. Il a un sens du mystère qui se retrouve dans ses œuvres qui est assez étonnant. Et puis après la guerre, les épreuves ne l'ont pas épargné. Accident de voiture, et puis surtout aussi, enfin pas surtout, mais également la surdité qui va le frapper. Absolument. Ça, pendant les 10 dernières années. Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que ça ne l'empêchera pas de composer. Mais au point de vue relation, ça va l'isoler. Et c'est vrai que souvent les gens qui ont une surdité se mettent un peu en retrait. Enfin bon, à ce moment-là, les appareils et de l'appareillage n'étaient pas aussi perfectionnés qu'actuellement. Donc ça va un peu le couper, effectivement, du milieu. Mais comme vous disiez, c'est une période très féconde. Donc la période très féconde, on peut dire mystique de la guerre, et ensuite très féconde de la révolte. Et la révolte qui va l'amener à la première œuvre, disons, qui emporte la trace, qui devient beaucoup plus actuelle, qui s'inscrit dans l'histoire contemporaine, c'est Le silence de la mer, hein, d'après le récit de Vercors, qui est sur la résistance. Et là, il en conçoit un drame lyrique d'une forme originale pour un baryton et deux comédiens. Mais entre son premier opéra, son premier drame lyrique, hein, donc Don Juan de Mañara, et ce Silence de la mer de 1959, il y a 2 autres opéras importants, hein, que vous avez vu et connaissez, je crois très bien. C'est le second, L'Atlantide, d'après le roman de Pierre Benoît, et ensuite ce Saint-Pierre aux Corses, qui revient aussi ensuite. On a donc beaucoup d'ouvrages de Henri Tomasi. J'ai souligné tout à l'heure que vous maintenez la flamme et que vous avez relancé à partir de cette discographie zéro, juste après la mort de votre père, eh bien, à tel point que nous disposons maintenant d'une quantité de documents. Je crois qu'il y a peu finalement d'aspects de son œuvre personnelle qui n'ait fait l'objet d'enregistrements. Oui, c'est vrai, même si certains disques sont épuisés, mais oui, actuellement, oui, il y a beaucoup de choses qui existent, on peut vraiment, oui. Alors je suis certain d'ailleurs que plusieurs de nos auditeurs ou spectateurs vont être intéressés par votre intervention. Alors il existe justement cette biographie, mais vous m'avez dit qu'elle n'est plus trouvable. C'est quelque chose que vous avez écrit vous-même. Elle est épuisée. Celle-ci, elle date de 2008. Il n'y avait rien, il n'y avait pas du tout de biographie écrite sur mon père. Donc à l'origine d'ailleurs, Gabriel Vial, que vous avez bien connu, avait souhaité écrire une biographie. Et puis sa disparition m'a amené
à prendre sa place, si je puis dire. Et voilà. Et pour cela, j'avais donc tous ces matériaux d'entretien radiophonique. Voilà, Gabriel Vial, Voilà. pour qui on a une pensée émue avec notre ami Gabriel Vial et notre ami Georges Galician aussi. Oui, absolument. Et puis alors là, on a Voilà. un ouvrage qui lui est parfaitement disponible, et alors qui est totalement recommandé. Ça s'appelle Henri Thomasine, du lyrisme méditerranéen à la conscience révoltée. Alors c'est un ouvrage qui a obtenu le prix Barbizet 2015 de l'Académie de Marseille, Oui. et il est établi sous la direction de deux grands musicologues, de deux personnalités éminentes Oui, issues de oui. notre région, à savoir Jean-Marie Jaconneau et Lionel Ponce. Tout à fait. Et c'est une somme. Absolument. Et là, je tiens, justement, puisque j'ai l'occasion une fois de plus, de leur exprimer ma reconnaissance, particulièrement à Jean-Marie Jaconneau, qui a eu l'idée de ce colloque, qui a eu lieu en 2013, quand Marseille était capitale européenne de la culture. Et donc, ce sont les actes de ce colloque que tous les deux ont mis en forme ensuite. Voilà, Henri Thomasine, du lyrisme méditerranéen à la conscience révoltée. C'est le premier ouvrage musicologique. Et puis, pardon, si j'ai encore une seconde, et cette année, ce qui est très important aussi, alors Frédéric Ducrot, de son côté, a écrit a soutenu une thèse sur la correspondance de mon père, voilà, qui sans doute fera l'objet d'une publication. Puis je crois qu'une recherche sur n'importe quel moteur prouvera qu'il y a beaucoup d'enregistrements. Là, on en a une faible partie. Oui. Et avec des interprètes qui s'intéressent de plus en plus à cette musique de votre père, Henri Thomasine. Tout à fait, et les plus grands interprètes, absolument. Eh bien, très grand merci, non seulement d'être passé aujourd'hui, mais également de tout ce que vous faites, Claude Thomasy, pour votre père, et pour la connaissance de cette part importante de notre répertoire. C'est moi qui vous remercie. Je crois que vous étiez dès 1985 à ce fameux concert de Saint-Victor qui a justement relancé son inscription dans le patrimoine marseillais musical. Voilà, Saint-Victor d'ailleurs qui cette année rappelle un peu les compositeurs qui ont été joués. Votre père qui est joué tout le temps, par exemple il y a le duo Thomasy qui le jouera le 9 décembre au théâtre Tourski à Marseille, oui, et ainsi de suite. Un grand merci Claude Thomasy. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve très prochainement, la semaine prochaine. J'aurai le plaisir de recevoir le pianiste Édouard Exergent qui présentera son spectacle autour de poèmes de Louise de Villemorin.